Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait ta merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, et bah faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Benrahma. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paglione. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Brielle qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Macidouaris. Le voilà, le ballon de Macidouaris à Zakcianic qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold Bouemba qui permet à Lorient. Le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bon, je n'ai aucune idée de comment lancer ce podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans la Tavarne. On sait pas si on doit rire ou pleurer. Épisode évidemment spécial après cette nouvelle défaite du FC Lorient. On ne sait plus à combien on est de défaites. Pierrot, un petit point sur les finales. 9 finales. 7 finales. Un match nul. Attends, on avait commencé à 10 finales, donc là on est à 9 défaites, un match nul, voilà. Mais le FC Lorient n'est pas mort. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'en sais rien. On va essayer d'en parler. C'est un petit peu décousu aujourd'hui. On va essayer d'en parler avec l'équipe de la Tavarne. On commencera par Lucas. Salut Lucas. Salut les gars. C'est bien, t'as retrouvé de l'énergie comparé au dernier épisode où t'étais complètement dévasté, alors que la situation est... Ouais, je crois qu'on a reçu des messages qui s'inquiétaient de l'état psychologique de Lucas. Non mais là c'est la fin de saison, là on est un peu en roue libre, donc j'ai retrouvé l'énergie. Si c'était le soir de Lens Lorient dans le space qu'on avait fait sur Twitter, que vous avez pu retrouver en replay sur tous les réseaux, où Lucas était dévasté. Pierrot avait fait une très belle entrée aussi avec un bonsoir qui respirait l'aigreur. Bonsoir. Salut les gars. Et Raphaël, vous l'avez entendu, est là avec nous également. Salut à tout le monde. Bon, que vous dire? Il fallait gagner à Marseille. On n'a pas gagné à Marseille. On a pris 3-1. Le scénario, c'est un peu le même que d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce match, Raph? Tu l'as dit. Déjà, on change pas une équipe qui perd. C'est le premier point. Et puis, alors, attention, on a quand même vu des petites modifications tactiques. Parce que du coup, on a joué à la fois en 3-4-1, mais aussi en... excusez-moi, en 5-3-2, mais aussi en 5-4-1. Ça glissait un petit peu et c'est Tozin qui faisait la variable d'ajustement sur son côté. Mais globalement, on a quand même vu une équipe qui, à chaque fois, se fait punir sur soit des boulettes ou des erreurs, etc. On n'a pas démérité. Je pense que j'ai trouvé Lorient au niveau dans l'énergie et dans la volonté de faire une prestation convenable, mais je pense qu'en fait c'est juste une synthèse de cette saison. Le niveau réel de l'effectif et en tout cas du jeu proposé par Lorient est insuffisant, et tout simplement tu rivalises pas, que ce soit dans notre championnat ou dans l'autre championnat, puisque du coup il y a visiblement 2 championnats, mais on n'est pas beaucoup plus fort dans notre championnat que dans l'autre. Donc non, je trouve qu'on n'a pas démérité. J'ai pas trouvé le FC Lorient à côté de son sujet, mais on n'avait pas un grand Olympique de Marseille, et pourtant ça fait 3 buts dans la musette. Tu peux pas être ni énervé ni en colère, c'est juste l'implacable réalité de notre niveau face à une équipe qui était convenable, qui a joué avec ses forces et puis qui nous a fait très mal. Et puis au final, on marque un but sur une boulette adverse. J'ai l'impression qu'on est encore en difficulté pour aller porter le danger devant les cages adverses. Donc ça nous met en face d'une situation où tu te demandes comment on peut même aller gagner face à Clermont.
à la maison. Et oui, puisque avec cette défaite, c'est donc une victoire face à Clermont qui est obligatoire. Une victoire très large, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Lucas, pourtant, le match, il n'avait pas trop mal commencé. J'ai l'impression de dire les mêmes phrases. Je pense qu'on pourrait nous enregistrer et une IA ferait le podcast suivant, tu vois. Pourtant, on devrait s'enregistrer, oui, c'est le concept du podcast d'ailleurs. Lucas, on est navré, hein, c'est totalement décousu aujourd'hui. Le début de match était pas mal, pourtant. Oui, on rentre plutôt bien dans notre match, où on se dit finalement, on est assez sérieux, on arrive quand même à tenir le ballon, à remonter correctement sans trop prendre de risques, voilà, avec pas mal de sécurité. Mais finalement, ce qui va vite revenir, c'est comme disait Raph, c'est on n'arrive pas à être décisif dans les surfaces de vérité, dans les zones de vérité plutôt. Et donc, à la fois, on a souvent parlé de manque de réussite à la fois offensive et défensive, mais au bout d'un moment, est-ce que c'est pas finalement aussi, quand on voit le nombre d'occasions qui est plus important que sur les derniers matchs, ça passe à très peu à chaque fois, comme je pense à une tête de 4 séries qui finit sur la barre. Il a tout raté, lui. Hein. C'est un niveau technique qui est un manque de niveau technique, de maîtrise technique globale qui se traduit. Parce que quand ça se répète ce genre d'occasion et qu'on dit on manque de réussite, finalement c'est des gestes qui sont mal exécutés et au final c'est un ressenti global et qui se répète. Donc voilà ce qu'on a ressenti. Voilà, le manque de réussite défensive et le manque de repères. Finalement, quel est le rôle de chacun? Je crois que le premier but arrive et je me dis, mais est-ce que c'est lui qui fait la faute? Est-ce que c'est lui qui fait l'erreur? Parce qu'en fait, on ne sait pas trop si même les joueurs, eux, savent à qui, quels sont leurs rôles en particulier. Donc voilà, c'est pas mal de questionnements et c'est assez dur à élucider. Justement, sur le premier but, bon, c'est un centre qui vient de la droite quand on est face au but de Vogo. Laporte n'y va pas. Adjaï n'y va pas non plus. Et Pierrot, Vogo n'y va pas non plus. La faute à qui, du coup? À tous. À tous, parce que il n'y a pas de... Enfin, on se répète chaque semaine, mais il y a zéro communication entre les défenseurs et le gardien. Donc à partir de là, dès qu'il y a un centre, personne va prendre le lead et personne va se dire tiens, je vais y aller, vu que personne communique, du coup personne n'y va et ça finit en but. Et combien de fois on l'a vu cette saison? Et je pense que le mot d'ordre, l'un des mots qui ressortira de cette saison, c'est le manque de communication. Pourtant, il y a des bulles. Ouais, des bulles. Ouais. S'éclatent les bulles, quoi. C'est des bulles que tu trempes dans un pot que tu souffles et au bout de 2 secondes elles éclatent, quoi. Enfin, ça a l'effet de 3 secondes et puis c'est terminé. Puis les fameuses bulles où t'as 10 joueurs et le gardien qui est à l'extérieur de la bulle et qui communique pas avec les autres. Bon, une fois de plus, quoi. Ouais, compliqué. Donc un but gag, un but évitable, on va dire. Ouais. Évitable. Le deuxième, un peu pareil, mais on arrive à égaliser. Si seulement. On arrive à réduire le score, l'écart, plutôt, extrêmement rapidement, Raph. Et du coup, ça donne de l'espoir à tout le monde. Ouais, petite boulette de la défense marseillaise. Chancel, même bas. Ouais, et puis une vraie frappe de Benjamin Mendy qui se pose pas de questions et qui il la met au fond. Deuxième but de Benjamin Mendy et un deuxième but face à l'OM, puisqu'il avait déjà marqué face à l'OM. Et nous sommes le 13 mai, au moment où on enregistre, et Benjamin Mendy n'a toujours pas gagné un match avec le FC Lorient. Et ouais, je sais pas, ça fait combien de matchs? 7? 8? Je sais pas combien de matchs il a joué, je peux chercher la stat. stat. Non, mais ça fait beaucoup, là. Ouais, en fait, ça nous remet un petit peu à l'endroit, on y croit de nouveau, et puis je pense que c'est dans cette phase-là où on a un temps... Enfin, le début de deuxième période est vraiment davantage à notre avantage. Tu penses pouvoir revenir, mais bon, c'est encore une fois trop loin, et puis t'as
T'as penalty, je crois, après. C'est ça qui vient nous. Ouais, un penalty. Bon, Allez. Il est gentil, franchement, celui-ci. On peut le dire. Il est. Ouais. Après, pourquoi ceinturer le type, quoi? Enfin, franchement. tu te mets en position de te faire siffler un penalty à la con. Benjamin Mendy, c'est 14 matchs cette saison. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Et cette stat vaut à chaque fois qu'il est dans le groupe. Hein, attention, donc même les matchs où il n'est pas rentré. Là, j'ai pas la stat sous les yeux. Ouais, un penalty largement évitable. Surtout que ça aurait fait un but de moins à remonter. Ce qui est pas Mais c'est négligeable. ça. Ouais, bien sûr. Loïc fait n'importe quoi. Régis Lebris avait pris une décision forte. Lucas, il avait sorti Ponceau du 11 pour faire jouer un deuxième attaquant, Egun Tozin. Qu'est-ce que tu as pensé de ce remplacement? J'ai la chanson d'Egun Tozin dans la tête maintenant. Si vous n'avez pas écouté notre album, c'est 15 minutes, on ne s'en pas. Il est disponible sur toutes les plateformes sauf Spotify et sur YouTube. Lucas. Alors, deux choses. Alors, sur le changement donc sur l'apport d'un joueur qui est capable de prendre la profondeur et un joueur qui est capable peut-être d'apporter plus d'impact offensif, j'étais plutôt en phase avec ce choix parce qu'on a montré ces dernières semaines qu'on manquait, offensivement c'était défaillant. Et ça depuis très longtemps maintenant. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait besoin de faire quelques choix forts. Bon, il n'y en a eu qu'un. Après, voilà, le choix de Tosin, plutôt qu'un autre, est discutable. Mais surtout le choix d'enlever Ponceau. Ponceau, dans un match comme ça, où on a déjà une équipe qui manque de maîtrise technique, c'était quand même un joueur qui, depuis plusieurs semaines, malgré notre mauvaise forme, était performant. Il a trouvé sa place dans l'équipe. Il faisait un peu le lien, justement, on l'a dit, entre le milieu, l'attaque, etc. Donc, j'aurais plutôt enlevé Buonanni ou autre. Mais voilà. Donc, c'est plus le choix d'enlever Ponceau qui me dérange. Le choix de Tosin, voilà, un joueur qui était pas du tout dans le rythme, qui depuis début de saison n'a rien montré de positif. Alors je sais pas si aux entraînements il est performant, ce qui lui a valu sa place. Donc voilà. Est-ce que Régis Lebris anticipait pas une très forte possession marseillaise et donc jouer les contres à fond avec 2 flèches devant? Ponceau, c'est pas le joueur quand même le plus rapide du championnat. Et en fait, pas de bol, c'est plutôt une possession partagée en début de match, quoi. C'était pas l'ultra domination marseillaise. Déjà parce que il a vraiment fait un système versatile, 5-4-1, 5-3-2. Et du coup, en phase offensive, on passait à 2 attaquants. Un rôle dans lequel, je pense, le Brice voulait pas mettre Ponceau. Moi, il y a un autre truc dans le profil de Ponceau que j'aurais trouvé intéressant tout au long du match, parce que on n'a pas vu Tosin briller, ni en profondeur, ni voilà. C'est sa capacité à prendre des tirs de loin, en fait, et à tenter à prendre sa chance. Du coup, j'ai trouvé que ça manquait un peu de spontanéité. On a vu une grosse frappe d'Abergel, je crois, mais sinon après c'était, je sais pas, c'est un peu poussif. Je crois qu'on cadre 3 fois pour 14 tirs ou un truc comme ça. Donc c'est que ça manque un peu de finesse devant le but quand même. Donc il y avait ça aussi. Je rejoins Lucas sur le fait que face à l'Olympique de Marseille et à des grosses cylindrées comme ça, la justesse technique fait la différence dans ta capacité à être dangereux et à aligner 3-4 passes pour sortir du pressing qui est assez important. Donc on a bien vu que le jeu de haut but, que ce soit Bamba ou Tosin sur ce match-là, ça a été très très difficile quand même. C'est pas leur registre, quoi. Donc, mais je pense que ça vient du fait qu'il y avait cette envie de faire évoluer ce système. Et je crois que c'est peut-être une des premières fois où j'ai vu cette évolution à de multiples reprises dans le match. Il était fait pour ça en fait. Et ce qui a permis en fait à Mendy d'évoluer très haut aussi sur le terrain quand Tosin passait devant en phase offensive. Un joueur qui était bien en Cannes, qui a apporté beaucoup en première mi-temps, c'est Mo Bamba. Très juste techniquement. Ça s'est un peu éteint au fil du match. Physiquement, c'est encore compliqué peut-être pour lui la Ligue 1. Oui et non, parce qu'on a vu qu'il a démarré tambour battant. Après,
sais plus qui disait ça, mais on voit qu'on a des joueurs un peu dans des championnats exotiques qui performent tout de suite et après qui stagnent quelques mois. C'est un peu, on est carrément dans ce registre-là. Après, on a vu quand même qu'il y a des qualités et je pense qu'on les verra encore l'année prochaine. Après, on peut pas tout demander à un seul joueur non plus. Parce que, alors oui, c'est un attaquant, il a quand même fait le job sur certains matchs, moins dans d'autres. Mais il nous a quand même fait entretenir un espoir qui était loin d'être... on était loin d'être sauvé à mi-championnat, où on se disait qu'est-ce qu'on va faire. Il y a un joueur hier qui bouffe la feuille quand même, c'est Katsiris. Il a 3 très très belles situations. Lucas, pas en mettre une de cadrée déjà, quoi. Bah, on avait loué à son arrivée que justement sa hargne, son envie de bien faire, et finalement ça tirait un peu tout le monde vers le haut parce que voilà, il apportait de l'énergie, du sang frais, voilà, quelque chose de nouveau. Mais on disait oui, bon, il rate techniquement, mais bon, on lui pardonne parce qu'il fait tellement d'efforts. Là aujourd'hui, on a déjà vu que au fil de la saison, là c'est un peu mieux, mais physiquement, il a eu un coup de moins bien. Donc déjà, finalement, toutes ses failles ont été encore plus visibles. Et là, on voit qu'en fin de saison, en plus, il est amené à avoir plus de responsabilités offensives parce que les joueurs qui pouvaient être performants à un moment donné de la saison ne le sont plus. Et donc, finalement, là, dans des moments aussi cruciaux, on voit vraiment ses failles techniques et voilà sa précipitation sur sa tête. Finalement, il a vraiment beaucoup de temps. On se demande même si c'est le geste à faire. Enfin, voilà, je pense que c'est pas encore un joueur du tout construit ou en tout cas accompli plutôt. Voilà, peu importe l'issue de la saison, j'espère qu'il aura encore sa chance et qu'il pourra évoluer chez nous parce que c'est quand même un joueur intéressant. Mais là, dans des matchs comme ça, là, on le paye très cher. Donc voilà, le fait d'avoir des joueurs pas décisifs à un poste comme ça de piston, où finalement dans ce système-là, voilà, même si Mendy marque ce week-end, finalement on a joué avec ce système-là sans avoir des pistons qui ont été décisifs sur cette saison. Donc c'est pas du tout viable sur le long terme. Moi je te trouve dur quand même, Katsiri, c'est pas comme s'il avait pas été dangereux. Offensivement, il a mis des pions, il a été passeur décisif aussi. Alors oui, il a eu 2 grosses sur notre grosse période, mais je veux dire sur la saison, normalement c'est des joueurs qui doivent être, enfin en tout cas à gauche, le joueur qui est à gauche et les joueurs qui se sont succédés à gauche auraient dû être plus décisifs. Kaloulou quand il a joué aurait dû être plus décisif, c'est ce que je veux dire. Enfin, ouais. Ils n'ont pas apporté assez pour qu'on soit performant sur une saison entière. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, bien sûr. Surtout sur ce système qui demande une grosse exigence à ce poste-là. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Du coup, pendant ce temps-là, Metz gagnait à Strasbourg jusqu'à la 90e minute. Et nous, on était bien là. C'est bon, en Ligue 2, on peut accepter, on se projette sur l'année prochaine. Allez, on avance. Et non, il suffit qu'ils arrivent. Kevin Gamero rentre pour son dernier match à la Méno. C'était à la Méno le match ? Oui, c'était à la Méno. Tout à fait. Dernier match à la Méno, il marque, il égalise. Bon, c'est toujours foutu pour nous, mais bon, on est toujours en Ligue 2 et Gamero a marqué. Et victoire de Strasbourg au bout du temps additionnel, qui fait qu'on est toujours en vie. Alors, pour être tout à fait précis, Pierrot, nous sommes en vie. Mais pour se maintenir, il nous faut marquer non pas 7 buts, qui est notre retard sur Metz, mais 8 buts. Oui, parce qu'on a un goal average, on a un goal average de 7 à combler, sauf que sur les règlements LFP, il faut qui est assez long sur les points 2, 3, 4, c'est sur les confrontations directes, donc en fait on a gagné un match chacun. On a marqué autant de buts. Tu veux que je te fasse la liste des conditions et tu fais un peu le bilan. Différence de but général, donc Metz est devant nous. C'est ça. Plus 7. Plus grand nombre de points sur les confrontations directes. On a une victoire chacun, donc 3 points de chaque côté. Oui, puisqu'on a réussi à perdre contre Metz quand même. Différence de but particulière. Donc, on est à égalité parce qu'ils gagnent 3-2, on gagne 2-1, donc ça fait 4 partout.
plus grand nombre de buts dans les confrontations directes. C'est un peu le même point que le numéro 3, sauf que ce point numéro 4, c'est quand t'as plusieurs équipes en fait. En cas de nouvelle égalité, avantage sera quand même... Non. En cas de nouvelle égalité, avantage sera donné au club ayant marqué le plus grand nombre de buts lors des rencontres disputées entre eux. Oui, mais c'est avantage Metz. C'est exactement la même chose que le point 3, sauf que le point 4, c'est quand t'as 3 équipes ou plus en même temps. C'est très compliqué à expliquer, mais... Total confiance en Pierrot sur les points de règlement. Ouais, non, d'accord, mais juste regarde ce que j'ai sous les yeux là. Point 3, différence de but particulière. En cas de nouvelle égalité, les clubs seront départagés à la différence de buts lors des rencontres disputées entre eux. Donc différence de buts. Et là, c'est plus grand nombre de buts marqués. Donc genre, si on avait gagné, si Metz avait gagné, si nous on avait gagné 8-5 contre Metz, 8-7 et eux avaient gagné 2-1, comme c'était le cas, ou 3-2, c'est nous qui passions. Mais c'est toujours avantage Metz dans tous les cas. Non, mais parce que si t'as la même diff de buts, t'as mis le même nombre de buts. On a mis le même nombre de buts, donc en fait, on a mis le même nombre de buts. D'où le fait que Pierrot a tout à fait raison, c'est que c'est quand t'as plusieurs, quand t'as 3 parties. Oui, non, du coup là, on a mis la réponse du point 4, c'est qu'on a mis le même nombre de buts. 5. 4. Voilà. Et donc, point numéro 5, plus grand nombre de buts à l'extérieur dans les confrontations directes. Et Metz nous en a mis 3 et on en a mis 2 chez eux. Donc c'est eux qui. Voilà. Donc t'es obligé de mettre 8 buts. Voilà. Pour votre information, les points suivants, ça aurait été la meilleure attaque générale. Bon, dans ce cas-là, on passait. Meilleure attaque à l'extérieur, je vais pas regarder, mais je pense qu'on passait. Et enfin, c'est le partage disciplinaire. Voilà. Voilà. Donc, du coup, au plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur dans les confrontations directes, Metz est qualifié, qualifié en barrage, et pas nous. Du coup, c'est pas 7 buts de retard, c'est bien 8 buts de retard qu'il faut combler. Pour votre petite information, 8 buts, c'est le total de buts qu'a marqué le FC Lorient depuis quand 2024. J'avais dit plus de quiz jusqu'à ce qu'on gagne un match, mais bon, là je vous en fais petit un comme ça, impromptu. Je revérifie mes chiffres pour être sûr. 1 et 2, 3, 5, 6, 7 et 8, exactement. Alors depuis quand? Pierrot, triche pas, c'est moche ce que tu fais. Là, ça fait un grand silence dans le podcast, donc si vous pouviez essayer de faire des propositions, même. Donc c'est pas 2024, on a mis plus que 8 en 2024. Ah oui, en 2024, on a mis plus que. Je suis abusé. Depuis la fin de la série. Depuis la fin de la série. Depuis la fin de la série. Donc... Quelle série? Ah, la série de victoire. Eh ben, c'est depuis le match de Strasbourg, figurez-vous. Depuis quasi l'entame des 10 finales, quoi. Donc mi-février, on a mis un but à Strasbourg, ça fait 1. Un but à Rennes, ça fait 2. 2 buts à Monaco, ça fait 4. Un but à Brest, ça fait 5. Un but contre le PSG, ça fait 6. Un but contre Toulouse, ça fait 7. Et un but contre Marseille, ça fait 8. Donc 8 buts à remonter, ce qui est l'équivalent de notre saison depuis le 18 février. Alors, le scénario est absolument impossible, mais... rêvons. Clermont, on reçoit Clermont qui est dernier, qui est déjà en Ligue 2. Donc voilà, je vous donne les faits, après on va les analyser. Nous recevons donc Clermont dernier et relégué en Ligue 2, pendant que Metz reçoit le PSG, leader et vainqueur du championnat. J'ai fait une interview, un moment d'autopromo un petit peu. J'ai donné une interview au nom de podcast dans le Telegram où j'ai eu des mots forts et quand je dis des choses, je mâche pas mes mots et j'aime donner des avis tranchés. J'ai dit, c'est probable qu'on descende. Le mec, il est suisse. C'est probable qu'on descende. Oui, c'est probable qu'on descende. Mais du coup, je vais vous poser une question. Est-ce que vous y croyez encore, Pierrot? Absolument pas. Tu vois pas un monde où c'est possible? Non, j'y croyais encore hier, mais parce que tu avais encore l'espoir de faire 6 points et que tu dis que Metz fera probablement pas 6 points sur ces 2 derniers matchs. Mais là, t'as 8 buts à remonter. En face, ça joue un PSG qui hier a pris une branlée 3-1 contre Toulouse chez lui. Je vois pas dans quel monde Déjà, je vois pas Déjà, il faudrait gagner. Déjà, nous-mêmes.
chose qu'on n'a pas fait depuis février-mars. Donc déjà, ça serait déjà un premier exploit, ça serait de gagner. Et le deuxième exploit, j'en vois pas, je pense que même Metz va faire un match nul contre Paris et que ça sera terminé. Donc Pierrot, pour toi, la messe est dite? Exactement. Ouais. Lucas, de ton côté, dis-moi ce que tu penses. Je suis également du même avis que Pierrot. Ce serait même une honte, entre guillemets, si on arrivait à se maintenir, parce que ça voudrait dire que Clermont ne jouerait plus du tout le jeu. Attends, on se qualifie pour les barrages. totalement le match. On se qualifierait pour les barrages, on n'est pas maintenu. Hein. Oui, bien sûr. Oui, non. Si on arrivait à accrocher ce barrage. Et en plus, Paris, on l'a vu une certaine année qu'on a bien retenu, qu'une fois qu'ils étaient champions, ils ne jouaient plus vraiment le jeu et pouvaient être démobilisés. On l'a vu ce week-end face à Toulouse où ils font un match un peu en claquette. Forcément, non, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Raph? Le moustoir, théâtre des rêves. Non, je rigole. Non, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Ouais. Vous voyez pas un monde où Clermont se fait étrier? Alors, moi, je vois un monde où Metz se fait étrier. Non, Metz. Alors, scénario horrible. Paris marque assez tôt. 1-0. Nous, je sais pas, on est tout feu tout flamme, clairement dans ce cancrico ou je sais pas quoi, mais on peut lui donner un petit nom, le duel des cancres de Ligue 1. Je vois un petit 2Z assez vite, tu vois, qui donne un espoir où tu dis il y a non, et en plus ça reste à 2-0 en fait, tu vois, ça reste à 2-0 tout le match et puis Paris craque à la fin 1-1, bisous. Je vois plus un truc comme ça. Ouais, après, il y a aussi un monde où Paris met une valise à... En fait, moi je pense que Paris va mettre une valise à Metz. Jamais de la vie. Si, parce que j'ai regardé, alors c'est un site un peu obscur, hein, c'est Fan PSG allemand, donc c'est un blog, Toaster Fritz, on le salue. Il dit ils vont jouer la finale de coupe, les mecs, les titulaires en piston sont pas trop joués contre Toulouse, donc il va pas les reposer 15 jours, du coup il va mettre l'équipe type contre Metz. Donc je vois un monde où Metz se fait étrier. Mais ce qui va être le plus dur, c'est Lorient de mettre 3, 4 buts, quoi. Et ça veut dire, parce que là, c'est le meilleur scénario du monde, c'est 4-0, 4-0 des deux côtés. Mais ça veut dire que Metz ne marque pas. Et surtout, que Clermont ne marque pas. Le FC Lorient fait une clean sheet. Et ben c'est plutôt ça qui me fait dire non, que le pire, c'est que le pire, ce serait que du coup le PSG nous offre l'opportunité de reprendre notre destin entre nos mains. Tu vois, s'ils mettent 3 ou 4 buts, franchement, ils font la partie de leur taf. Tu vois. Ouais. Et nous, on l'a fait vas-y, pas. mets 4Z quoi, sur quelqu'un qui descend déjà. Et t'es pas capable. T'imagines la frustration de la descente, mais en vrai, ce serait presque logique. Pire. Non, pas pire. Enfin, oui, c'est horrible. Paris fait le taf et on met même 5 à Metz. D'accord ? Et tu gagnes 2Z. Et toi, tu gagnes 2-1, tu fais match nul, tu perds. Est-ce que les mecs sont toujours motivés dans cette équipe aujourd'hui ? Il y a des gens, on a vu la réaction à la fin du match contre Marseille, il y en a pour qui c'est déjà fini, ça se voit. C'est fini ou alors il faudrait chercher. Alors, on a vu Laurent Bergel complètement dévasté, il a des mots... Alors, on va pas faire l'analyse de la saison parce qu'on vous garde le débrief de fin de saison pour un Twitch très très bientôt. Mais le Twitch habituel, Raph. Mais quand il dit je suis épuisé cette saison, ça a été galère depuis le début, c'est fort. C'est fort quand on voit Laporte complètement effondré. Alors Laporte, il y croit encore, mais est-ce qu'ils sont 11 mecs à y croire encore ? Est-ce le staff va trouver les ressorts pour leur dire faites votre partie du boulot, ayez aucun regret, on leur met 4-0 à Clermont et puis advienne que pourra. Est-ce que le mec qui dit qu'il croit, il croit vraiment ou c'est juste de la com pour dire je sais pas. Moi j'ai envie de croire qu'un mec... Vas-y Lucas. Est-ce qu'un groupe va réussir à s'unir, un groupe aussi parsemé
aussi divisé va réussir à s'unir pour un peu l'union sacrée d'un dernier match. Ça me paraît un peu trop beau. Voilà. Mais ils ont pas su s'unir sur suis un peu la journée, donc. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé l'équipe désunie. Je les ai juste trouvés pas au niveau, quoi. Bon, pas au niveau et avec la peur. Enfin, je repense à la première mi-temps de Bakayoko, il joue avec une crotte dans le cul, quoi. Enfin. Ah ouais, on en a pas parlé, mais il entame deux matchs. C'est Jean-Michel, je fais que des passes latérales ou des passes en arrière. Il était terrifié. Il était terrifié, donc. Et là, tu te dis, des mecs Joue d'expérience. avec la peur. C'est ça. Bakayoko, il est venu pour apporter l'expérience. Et finalement, l'expérience de la Ligue des Champions, de ce que tu veux, c'est pas l'expérience de jouer le maintien. Et jouer le maintien, c'est autre chose. Et tu t'es trompé en signant Bakayoko et tu t'es trompé en signant Mendy. Après, est-ce qu'Abergel, la question, pour répondre à la question sincèrement, Pierrot, est-ce qu'Abergel est sincère quand il dit ouais, j'y crois encore, et il pleure, etc. Est-ce que Laporte l'est aussi? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est des mecs qui ont grandi avec le club. C'est des mecs qui nous ont fait monter de Ligue 2. Je pense que oui. On donne ces exemples parce que c'est ceux qu'on a vu le plus sur Amazon. Je pense que oui. Je suis peut-être naïf, mais je pense que oui. De toute manière, c'est toujours les mêmes qui vont sur Amazon. Donc, le complot. Si c'est pas Abergel, c'est Laporte. Si c'est pas Laporte, c'est Mvogo. Si c'est aucun des trois. Talbi aussi. Talbi un petit peu aussi. Oui, c'est vrai, j'oublie Talbi parce qu'on l'a pas vu parce qu'il était blessé. Mais tu regardes, il y a des joueurs que tu vois jamais sur Amazon parler. Donc c'est bien que voilà quoi. Un peu de Ponceau aussi. Si vous voulez un petit peu d'espoir encore, je vous en mets une petite goutte. Allez. Saison 2022. 2021-2022, J38, PSG Metz, 5-0. C'était au parc. 5-0. Les supporters de Metz sont absolument pas confiants. Ils ont mis Kotadze pour leur mettre un ou deux buts qui fera. Ouais. Non, mais soyons honnêtes. On a 9 doigts de pied. Un petit doigt et le bout tout sauf le blanc de l'ongle en Ligue 2. Il faut être honnête, il faut faire une raison. Moi, pour moi, on est déjà en Ligue 2, je vois pas dans quel monde. Tant que c'est pas fini mathématiquement, tu te dis, voilà, mais. Ouais. Tu remontes ça. On parle pas d'un truc rationnel non plus, on parle de ce que tu ressens pour un club de foot, on parle de football aussi. T'en as vu des scénarios. Bon, là, ce serait quand même assez. Alors, moi, je pense qu'il y a des joueurs clairement relégués en Ligue 2 là. Contrat pour l'année prochaine là, des petites contacts, des prix. C'est sûr, on reste en Ligue 1, tu sais. On a besoin de poste on a besoin de gens partout. Donc, est-ce qu'il y a pas des mecs, des petites approches qui ont été faites? Loïc, il a rappelé Nasser, j'en sais rien. En plus, moi, comme un con, j'ai pris le billet d'avion pour aller voir ce match-là. Ah, ça y est? Ouais, c'est bon, j'ai pris. J'ai hésité dimanche soir à chaud, j'ai pas voulu prendre. Aujourd'hui, j'ai hésité toute la journée et finalement, j'ai pris. Mais j'ai zéro espoir. C'est pas vrai que j'ai zéro espoir. J'ai un petit espoir, mais c'est bête. Tu te dis espoir. De quoi? De nous quatre, c'est toi qui as le plus d'espoir. Et ouais, mais c'est irréaliste. Après, j'ai cru au Père Noël jusqu'à l'âge de 37 ans. Donc. Tu te dis aussi que, imagine que ça se passe et t'es pas là pour le voir. Alors, petite anecdote perso, j'étais au Camp Nou pour la remontada. Ah. Voilà. Donc, alors peut-être. Donc, qui sait? Mais non. Soyons réalistes. Si je dois faire un prono, là, de toute façon, c'est pas compliqué. Tu fais quoi s'il y a 3-0 à la mi-temps? 3-0 à la mi-temps, c'est bien, non? Ouais, mais du coup, ça peut arriver, quoi. 3-0 à la mi-temps, PSG 1-0. Ouais, tiens, regarde, ça peut arriver. Oui et non. On va dire les choses un peu clairement, là. On est une équipe de chèvres. Attends, un autre truc. Quel est le système que nous allons aligner face à Clermont alors qu'il n'y a plus rien à perdre? Alors, déjà, non, en vrai, est-ce qu'il va remettre la même équipe? Il peut pas, le même système? Non, mais sérieux, il est capable.
il va pas pouvoir mettre Isaac Touré. Puisqu'Isaac Touré Fait bande à part. fait bande à part. Alors, l'anecdote est assez croustillante. Bon, Isaac Touré, sur ses réseaux sociaux, c'était un peu n'importe quoi. Son agent lui a dit, bon, Isaac, t'es gentil, mais va falloir arrêter la com sur les réseaux sociaux. Donc, il a tout supprimé son contenu. Et au même moment, il y a eu une conversation avec Régis. Et donc, Régis avait beaucoup de critiques à lui faire, parce que, somme toute, assez logique, parce que on critique Régis, mais bon, il a 2 yeux comme nous, il voit des choses comme nous. Bon, il met peut-être plus de temps à s'en rendre compte. Mais bon, je suis très content, l'histoire m'a donné raison sur Isaac Touré. Donc bref, et il lui a dit, bon, bah Isaac, je compte plus sur toi. Bah t'es 0. Il faut vraiment se l'avouer, t'es un clone Isaac Touré. Voilà ce qu'il lui a dit. Il fait, les mecs de la Taverne, ils ont fait une chanson, ils ont raison. Et depuis, Isaac Touré sèche l'entraînement. Donc Isaac Touré sera clairement pas aligné contre Marseille. Contre Clermont. L'occasion de rappeler que dans la Taverne, on n'a pas pour habitude de taper sur les gens gratuitement. Donc si on tapait sur Isaac Touré depuis le début, il y avait peut-être une petite raison. Alors, du coup, c'est une bonne question. Ça, ce système, on fait quoi? On joue en 1-1-9? Non, 1-1-1-7? 4 derrière déjà, je pense. Enfin, franchement, arrête. 4-4-2. Bon, 4-4-2. Ouais. Voilà. 4-3-3. Allez, vous alignez qui? On va rigoler. Déjà, est-ce que vous alignez Mvogo dans les buts? Oui, abusons pas. Oui. Bah, un duel, tu prends un but. Hein. Non, mais sur la forme récente d'Ivan Mvogo, on va passer au Taverne d'Or tout à l'heure, vous inquiétez pas. Qu'il est nommé. Il est nommé au Taverne d'Or. Merde, plus de batterie, excusez-moi. Ah non, si. Bon, Vogo dans les buts, oui, Vogo. c'est évident qu'il sera titulaire. Ouais, après la charnière. Chatseris, Laporte, Albi, Mendy. Je sais pas pourquoi on parle de la compo, parce qu'il va mettre la même équipe de merde qui a joué. Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Le match ne démarre pas. Le match ne démarre pas. Tu verras que Julien courir sur le terrain. J'en ai rien à foutre d'être interdit de stade. J'habite trop loin du stade. J'en ai rien à foutre. Je descends sur la pelouse. Je me sacrifie pour le public. Je descends sur la pelouse et j'arrache la compo. Je crée un esclandre. Tu peux pas. Tu dois marquer au minimum si tu veux espérer survivre. Tu dois marquer 4 buts en espérant un miracle de l'autre côté. Et tu démarres avec 5 défenseurs. Mais t'es un terroriste si tu fais ça. Mais c'est un terroriste. C'est un terroriste. Il a viré tout le monde au club. C'est un terroriste. Arrête, spoil pas les. Dictador. Si vous n'avez pas écouté les chansons, on avait fait des trucs sympas. Mais non, s'il démarre avec une défense à 5, mais c'est du terror, c'est du sabotage. Et là, la théorie que j'aime beaucoup, qui veut que Régis, quand Luc Ferry lui a dit, tu partiras pas à Nice, il a fait, ah, tu veux pas que je parte à Nice? T'inquiète pas, je vais rester. Je vais rester, tu vas t'en souvenir. Et ben, la théorie, elle prendrait son envol. Tu peux pas démarrer à 5 derrière, Lucas, rassure-moi, je suis pas fou. Non, c'est pas fou, non, mais totalement. Après, j'ai une petite peur, c'est qu'on a tellement utilisé ce système qu'ils ne veuillent pas changer de système au dernier match. Même si on joue en 4-4-2 en fin de match, on est toujours meilleur. Mais bon. Mais ouais. Non, on est tous d'accord sur le sujet. Peut-être qu'un système à 3 ou à 5 derrière, bien huilé, et peut être plus efficace qu'un système à 4, mais c'est pas du tout notre cas. Donc, il n'y a aucune, tu m'as fait peur, raison de mettre un système à 5. Non, Lucas, il est saoulé, quoi. Défense à 4 mecs au milieu, tu mets du Ponceau, Bakayoko, tu le mets pas, il a peur, c'est pas grave. Ah, franchement, ouais. Ah, non, mais tu le mets. Il va rester avec sa putain de défense à 5. Ponceau à Bergel, sur les côtés, on met qui? Alors moi, je jouerais avec un milieu à 3, Abergel, point de basse, Louza, Ponceau. Ouais. Buonani. Des trucs jamais vus de la saison. Vas-y, joue. Non, mais pourquoi pas, hein? Non, mais parce qu'on l'a jamais vu de la saison, on va faire des nouveaux systèmes. C'est bien ça. Donc vas-y, point de basse à Bergel, devant, Ponceau, Louza. Voilà, dans un triangle en 4-3-3 là. Même Louza. Hein. Bamba, 9. Ouais. Lequel? Mo Bamba. Ouais.
Et on avait dit la dernière fois qu'un 4 séries un cran plus haut, ça pourrait être intéressant. Why not? Ou alors tu mets. Ouais, bon, avec ce qu'il avait montré hier, j'ai même plus envie de le mettre. Non. Sinon, mais Buonanni. Il va avoir 10 occasions, il va mettre les 10 à côté. Donc, Non, tu fais un 4-4-2 sur les côtés. Un mec qui sait être décisif. Tu mets à gauche, tu mets 4-4-2. À gauche, dans le couloir gauche, tu amènes Yongwa. Dans le couloir droit, tu as 4 séries ou Kalulu avec. Tu mets qui à droite devant lui? Il peut jouer dans le couloir, Buonanni? Ouais, il est meilleur dans. Et devant, tu mets. Oui. Tu mets Mo Bamba avec un attaquant à peu près correct à côté de lui. Bon, on n'en a pas, tant pis, mais. Tu mets je pense qu'il y a une possibilité où que Ponceau fasse. Que ce soit quand même un 4-4-2, mais que Ponceau il soit plus un peu entre les deux et que Buonanni finalement il soit, même s'il est à droite, il rentre un peu plus dans l'axe. Et que on est assez habitué à avoir un système assez axial, donc. Et que du coup, après 4 séries, ça aurait tout seul son couloir, même si c'est un 4-4-2. Alors, mais là, tu serais de nouveau sur un. J'imagine plus ça, moi. Tu serais sur un 3-4-3, là, du coup. Vous commencez à y croire. Un 4-4-3, un peu, 4-3, 4-4-2, c'est un peu la même chose au final, hein, mais. Là, vous faites des plans sur la comète, alors qu'il va aligner son 3-4-3, 5. 3-5-2, là. 5-3-2. Mais non, mais ça, ce serait du terrorisme industriel. C'est industriel. C'est Daesh fit Al-Qaïda là. Les mecs, ils ont uni les forces pour combattre Loïc Ferry. C'est pas possible, il y a un truc là. Non, le match démarre pas. On en reparle en avant-match dimanche 20h15 autour d'une bière et tu verras bien. Ouais, le match. Ah non, ce serait un scandale. Bon, enfin bref, on verra bien. Messieurs, sur cette note positive, je vous propose de passer au trophée de fin de saison. Alors, je vous rappelle les nommés. Alors, si quelqu'un veut, je vais meubler en même temps pendant que je cherche mon truc parce qu'évidemment, ce n'est pas prêt. Je vous rappelle les différentes catégories. On avait les différents nommés, pardon. On avait donc pour le. Quelqu'un a le truc sous les yeux? Parce que là, je suis en train de galérer à faire les deux choses à la fois. Pardon, on est au niveau du FC Lorient. Alors, Taverne d'Or, les derniers. C'est parti. Ok, excusez-moi. On y va. 5 catégories du coup. Meilleur match, révélation de la saison, meilleure progression et flop de la saison. Le public a déjà pu voter sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Insta. Pierrot, tu as évidemment les résultats sous les yeux. Et en ce qui concerne le MVP, on a demandé l'avis à plusieurs journalistes proches, suiveurs du FC Lorient. Et donc, on va pouvoir dévoiler les vainqueurs. Sachez que pour le trophée du meilleur match de la saison, enfin pour les trophées différents, le public a une voix et chacun d'entre nous ici a une voix. Et puis pour le trophée de MVP, les journalistes ont une voix chacun, nous avons une voix chacun, le public a une voix. On commence par le meilleur match de la saison. Les différents nommés étaient Lorient-Lille, le 4-1, Strasbourg-Lorient, Lorient-Le Havre et Monaco-FCL. Messieurs, pour qui votez-vous, Lucas? Lorient-Lille. Lorient-Lille, Raph qui demande un temps mort. Ah non, le thé de la Taverne. Oui. Le thé de la Taverne. Donc ça, c'était contre Lille aussi? Exactement. Pierrot, le thé de la Taverne, ce serait pas le moment où tout est parti Moi, j'ai tout analysé hier dans mon lit et je me suis dit à quel moment la saison est partie en couille. Et je me souviens à partir de ce match-là, cette célébration-là, et derrière, plus rien. Donc, il y a une hot take comme quoi la saison part en couille à partir de ce moment-là. Pour toi, quel est le match de la saison? Bon, c'est celui-là. Hein. Ouais, pour moi aussi. Donc à l'unanimité, c'est Lorient-Lille, match de la saison. C'était très tôt dans la saison, je me rappelle plus exactement. Ensuite, la révélation de la saison. Les 3 nommés, parce que on n'était pas capable de trouver une quatrième révélation. C'est quand même dommage, une année où il y a 2 mercatos aussi amples. Dans les révélations, les nommés étaient Junior Croupi, Panos Katseris et Mo Bamba. Raph, quel est ton vote? Allez, Mo Bamba. Pierrot? Pareil. Lucas? Pareil.
Lucas, j'aurais misé la baraque, les gosses et le chien sur le fait que tu votes pour Croupi, tu vois. Je vote également pour Mobamba et le public vote à 43%. Il y a quand même beaucoup de votes, 219 votes, c'est quand même pas mal. Sur Twitter, je sais plus si tu as les votes sur Insta, Pierrot. J'ai oublié de les mentionner. J'avais pas enregistré ces stats-là des révélations. Ouais, non, mais ils avaient voté Mobamba aussi sur Insta. Hein, si ouais, j'avais pareil. Révélation, c'est donc Mobamba qui est élu révélation de la saison. En même temps, vu son arrivée et comment il a cartonné, ce n'est pas une surprise. Meilleure progression de la saison, seulement 2 nommés. Parce que c'est logique, beaucoup de turnover aussi, il faut dire. Julien Ponceau et Darlene Yongwa. Pierrot, je commence par toi. J'ai voté Ponceau. Ponceau, Lucas. Ponceau, évidemment. Raph. Ponceau. Moi aussi, pas beaucoup de débats dans nos tavernes d'or cette saison. Peut-être que le débat va arriver dans la prochaine catégorie. Je vote également pour Ponceau sur Twitter à 90%, c'était Julien Ponceau. Et sur Insta, Pierre. C'était full Ponceau aussi, à peu près. C'était full Ponceau. Julien Ponceau est donc le MIP pour nos amis les plus anglophones. Score de Dictator. Dictator à retrouver sur notre EP. Et donc, la catégorie qui va peut-être être la plus disputée. Et en cas d'égalité, nous avons un tiebreaker. On peut pas vous en dire beaucoup, mais il est quand même assez costaud. C'est le flop de la saison. Alors, flop de la saison. Déjà, sachez qu'on a dû trancher. Si vous écoutez, il y a 2 épisodes qu'on a donné les nommés. On avait une liste assez longue. Exactement, pléthorique. Nous avions tranché et nos nommés étaient Jean-Victor Makengo, Eigun Tozin, Isaac Touré et Benjamin Mendy. J'étais rendu à Lucas, c'est toi qui vas commencer cette fois-ci. Ou vous voulez que je commence moi? Non, vas-y. Donc pour moi, c'est Jean-Victor Makengo. Alors, on a beaucoup taillé Isaac Touré, mais Touré, on l'a pas payé 12 millions et c'était pas censé être le taulier au milieu, etc. Donc, Pierrot, qu'est-ce qu'il y a? Touré valorisé à 12 millions sur son achat. Oui, mais on l'a pas payé 12 millions. Bah. Si? Non. Tu lâches quand même un MIT, tu rajoutes beaucoup de. Enfin. Non, soyons sérieux. Pour moi, ça va pas être très long, mais. Pour moi, c'est donc Jean-Victor Makengo le flop. C'est autour des 10 millions pour Touré au moins. Je suis pas sûr. Je mise quand même sur Jean-Victor Makengo comme flop, puisque il a rien fait depuis, ça fait 1 an et demi qu'il est là, mais si on juge seulement sur cette saison, il a été 0, et pour moi, c'est encore plus qu'Isaac Touré qui a, on va dire, l'excuse d'être jeune, très jeune, on va dire. Mais voilà, Makengo, pour moi, sans contestation possible. Lucas. Je suis du même avec toi. Voilà, je pense qu'il s'est... Bon, on dit que Isaac Touré n'est plus concerné, mais je pense que pour Makengo, c'est arrivé beaucoup plus tôt dans la saison. Et que voilà, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus d'efforts pour montrer qu'il avait le niveau qu'il avait en Serie A, qu'il avait montré en Serie A. Donc voilà, je vote Makengo. Ça fait 2 voix pour Makengo, Raph. Ouais, pour moi, c'est même pas un flop, c'est clairement une désillusion. Donc Jean-Victor Makengo. Ah ouais, donc même pas de débat non plus pour le flop de la saison, c'est bien. Makengo, au-delà du flop, Pierrot. Ah si, il y a débat. Je vois pas comment vous pouvez voter Makengo, on l'a pas vu de la saison. Ouais, mais raison de plus, en fait. Bah, justement, en fait. Pour moi, justement, le flop de la saison, c'est un mec qui a joué, c'est un mec qui nous fait descendre sportivement, c'est Isaac Touré. Tu votes pour Isaac Touré? Ah bah tous les jours. Pour moi, tu l'achètes cher, il te coûte, sportivement il te coûte. Le mec, il en a rien à foutre. On a pléthore de conneries extra sportives sur lui. Pour moi, il fume Makengo sur tous les sujets. Ouais, mais là, on est obligé de se concentrer sur le terrain pour le flop. Bah, justement, sur le terrain, Makengo, on l'a pas vu. Tu peux pas. C'est justement pour ça que moi, mon vote va à Makengo. Il a complètement disparu de la circulation. Parce qu'il était vraiment. Dis-toi que Touré était aligné. Makengo par rapport à son prix de l'année dernière, alors que franchement, je sais pas. Pour moi, le flop, Makengo, je le mets même pas dans mon top 3 cette saison. Pour moi, je prime le sportif. Je mets même Tozin. Il a pas joué. Je mets même Tozin avant, tu vois. Il doit avoir à peu près le même nombre de matchs, hein, non?
Tosin a beaucoup plus joué, il est blessé tous les 5 Bon, matchs. ça fait une voix en plus pour Makengo. On est à 3-1 pour Makengo. Sur Twitter, ça a voté pour Isaac Touré. Sur Insta aussi. Donc on est à 3-3. Il va falloir trouver un tiebreaker. Le tiebreaker. Alors, est-ce qu'on peut en parler ou pas des tiebreakers? En choisissant nos mots avec. Est-ce qu'on le prend celui-là comme tiebreaker déjà? On peut. On appelle Kams. Ouais, mais Kams c'est pareil, il a pas vu de la saison malheureusement ou très peu, donc. Les votes sur Insta sont publics. Du coup, nous on voit qui vote qui. Voilà. Et la seule chose qu'on peut vous dire, sans trahir le secret du vote, parce qu'on est très attaché à la démocratie à la taverne, vous le savez, c'est absolument faux. Rappelez-vous le choix du nom du podcast. C'est que quelqu'un au club a voté pour Jean-Victor Makengo. Donc, franchement, ça en dit long, quoi. Alors quelqu'un, il est mon club à nous suivre en plus, donc quelqu'un au club a quand même voté pour Jean-Victor Makengo. La personne qui signe au dos du chèque ou... Donc, il y a deux possibilités. Et là, je vais vous soumettre le vote à tous les trois, comme ça, il peut pas y avoir de match nul. Moi, je me retire de ça. Je vous soumets deux possibilités. La première possibilité, c'est on utilise ça comme tiebreaker. Et du coup, le trophée va à Jean-Victor Makengo. Parce que quand même, c'est quand même spectaculaire. Deuxième possibilité, et là, ce serait inédit dans l'histoire des tavernes d'or. On en donne deux. Co-vainqueur à égalité. Je vous laisse décider. Pierrot, t'es plutôt pour les co-vainqueurs? Si on donne pas, si Isaac Touré gagne pas, pour moi c'est le plus gros scandale depuis le début du podcast. Oh là là, il met la pression sur le corps électoral. Oui, mais attends, c'est la démocratie. On va faire fonctionner la démocratie. Donc Pierrot, tu es pour comment on dit, co-vainqueur? C'est un peu comme les mecs au 100 hauteur au JO au dernier JO là. On peut faire deux. Two goals, yeah. Et ce serait l'occasion de faire une vidéo drôle en plus. Ok, co-vainqueur pour Pierrot. Lucas? Rien que pour l'idée de la vidéo, je dis co-vainqueur. Raph, t'aurais voté quoi du coup? C'est plié, on a co-vainqueur. Ah ouais, co-vainqueur, c'est drôle. Co-vainqueur? Parce que c'est drôle. Et parce que c'est drôle, ça me paraît un argument largement suffisant. Donc flop de la saison, co-vainqueur, Jean-Victor Makengo et Isaac Touré. Maintenant, on passe au trophée que vous attendez tous. Alors, je peux vous dire, il n'a jamais été aussi difficile que cette année à remettre. Le trophée de MVP. Qui a été le MVP, qui a été le meilleur joueur du FC Lorient sur la saison 2023-2024? Cette fois-ci, pas du tout. On ne fait pas du tout de nommé. Vous le savez, vous avez déjà l'habitude depuis l'an dernier. Pas de nommé, simplement, vous allez me dire, les gars, qui pour vous est le MVP. Donc, des votes pour vous, des votes pour le public. Sur Twitter, ça s'est beaucoup battu entre, pour pas vous influencer, je vous le dirai plus tard, et les votes des journalistes. Pendant que je cherche les votes des journalistes, Lucas ou Raph, tu veux commencer? Tiens, Raph, c'était à ton tour. Je pense qu'il n'y en a plus qu'un. Et du coup, il pouvait y avoir débat milieu de saison, etc. Je pense que le trophée revient de droit à Laurent Abergel. Laurent Abergel, pour toi, ça fait une voix pour Laurent Abergel. Pierrot? Moi, je vais voter pour Dominique Youfegen, seul joueur à ne pas avoir joué, donc à ne pas m'avoir déçu de la saison. Il l'avait prévu, c'est clair. Donc, une voix pour Laurent Abergel, une voix pour Dominique Youfegen. Ah oui, j'allais dire le gardien prêté par Rennes, dont j'ai bouffé le nom, mais qui a quand même réussi l'exploit de faire éliminer à Sochaux. Il prend 2 buts à Sochaux. Donc Ouais, pardon, un penalty totalement imaginaire, mais bon, on s'en est plus à ça après. Lucas? Je vais dire aussi Abergel parce que c'est l'âme de l'équipe. Donc voilà, même si c'est pas sa meilleure saison, c'est lui qui le mérite. Donc ça fait 2 votes pour Abergel, 1 vote pour Dominique Youfegen. Pour moi, il y avait débat. Il y a eu débat pendant longtemps entre Abergel et Vogo. Dans tous les cas, ça fait pas un très beau vainqueur cette année. Il faut quand même dire les choses. Je pense qu'il y a eu débat pendant très longtemps sur Abergel et Vogo, mais Vogo dernièrement, c'est pas à la hauteur sur les matchs décisifs. Même si Vogo a
pas été aidé par sa défense. Mais t'as pris 66 buts quand même, quoi. Et que Abergel fait quand même une belle boulette sur les derniers matchs. Comme on le dit sur notre album, 2 buts encaissés, c'est beaucoup, mais ça va. 3 buts encaissés, c'est beaucoup, mais ça va. Mais 60 buts encaissés, c'est pas bon. Ça va pas. Donc, mon vote va également aller à Dominique. À Laurent Abergel. Ça fait donc 3 votes pour Laurent Abergel, 1 vote pour Dominique Youfenian. Nous avons posé la question à un certain nombre de journalistes. Alors, nous avons commencé par nos amis du Telegram. Dominique Morvan a voté pour Mobamba, ce qui n'est pas le vote le plus déconnant. Moi, je trouve quand même que Mobamba, son creux là depuis son dernier c'est là où but. il perd le. C'est là où il perd le fil. Ça m'aurait pas dérangé de filer un trophée de MVP à Mobamba, hein, s'il avait été efficace sur toute la saison. Parce qu'il te maintient. Ouais. Donc ça fait 1 voix pour Mobamba. Quentin Burban de Ouest France a voté pour. Excuse-moi, parce que là on discutait du coup. Il est où là Laurent Abergel, mais il hésitait avec Julien Ponceau. Ponceau aurait pu être dans la discussion aussi, mais plutôt sa fin de saison en fait. Son début de saison était quand même relativement moyen. Anne-Cécile Juillet du Télégramme a voté Laurent Abergel. Vous avez compris, hein. Ça va sûrement partir pour Laurent Abergel. Gaëtan Pinel, qui est sur France Bleu maintenant, si j'ai plus de bêtises, Pierrot. Tout à fait. A voté pour Laurent Abergel. Et il m'en manque un. Franck Ledors a voté pour Yvan Vogo aussi. C'est celui qui est, selon lui, le moins souvent passé à travers. Il mettait en 2 Laurent Abergel et en 3 Mobamba. Le public a voté en majorité sur Twitter pour Abergel, sur Insta, Pierrot. La même chose. Sur Abergel, ça vous va? On nomme Laurent Abergel MVP de la saison. 3e trophée. C'est le 3e trophée, pas le plus beau des 3. Hein, faut aussi être honnête. Il fait pas une. C'est le moins beau des 3. Hein. Ouais. Il fait pas une saison transcendante. Mais bon, ça suffit pour succéder à Montassar Talbi. Je rappelle le palmarès. Le match de la saison Lorient-Lille, la révélation de la saison Mobamba, le MIP c'est Ponceau, le flop c'est à égalité Isaac Touré et JV Makengo. JVM, pardon. Et le MVP de la saison, c'est Laurent Abergel. Voilà pour les Tavernes d'Or 2024. Aucune remise du trophée au moustoir n'est prévue cette saison. On n'a même pas, pour être tout à fait transparent avec vous, on n'a même pas contacté le club à ce sujet. On s'est dit qu'à la dernière journée, ils auraient peut-être l'esprit ailleurs. Et finalement, c'était peut-être pas plus mal. Tu te voyais, Raph, aller sur le terrain, donner le trophée à Laurent Abergel comme tu l'as fait l'an dernier avec Pierrot, avec Monta Talbi? Non, je pense que j'aurais utilisé le trophée comme objet contendant. Donc, il est préférable que. Ouais, on lui enverra. On a réfléchi, on lui enverra une étiquette à coller sur son trophée de l'année prochaine, de l'année dernière. Le triplé pour Laurent Abergel, donc. C'est les 4e Tavernes d'Or depuis qu'on existe. On existe depuis 4 saisons. 4e Tavernes d'Or, triplé pour Laurent Abergel. Quelque chose à rajouter, les gars, sur les trophées? Non, c'était bien. J'ai très hâte à mercredi publier la photo des co-vainqueurs du flop, la vidéo, pardon, du flop de la saison. Je pense que ça peut être très drôle. On passe aux questions et remarques de nos auditeurs qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui, Pierrot. Comme dirait Raymond Domenech, l'odeur du sang. On n'a jamais eu autant de réponses sur Insta. J'ai même pas été voir sur Twitter encore, mais sur Insta, on n'a jamais eu autant de. Et les premières questions, c'est beaucoup de questions sur est-ce qu'on y croit. Donc on y a répondu tout à l'heure. Et après, les autres questions, c'est par rapport au coach. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'on va chercher un nouveau coach? Sur quel projet on part? Bon, pour essayer de répondre à tout ça, on va partir du principe qu'on est en Ligue 2. Parce qu'il y a un monde dans lequel on reste en Ligue 1, mais ça voudrait dire on part sur complètement d'autres choix si on reste en Ligue 1. Donc, admettons, voilà, on est en Ligue 2. Vous pensez que Le Brise peut être maintenu en poste? Non. Oui.
Lucas. Il y a bah oui, il y a cette possibilité. Après, je pense qu'on en discutera plus dans le débrief et quand on saura vraiment de quoi l'avenir est fait, entre guillemets. Mais voilà, je pense que s'il a envie de rester et que les positions ne sont pas non plus totalement discordantes, ça se trouve, je pense il y a cette possibilité qu'il continue à lui faire confiance. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, ça on en parlera, mais enfin moi en tout cas je pense que c'est possible. S'il reste, je reprends pas d'abonnement. Non, mais c'est. Enfin. Alors, Régis Lebris, il est quand même sous contrat jusqu'en 2027. C'est long. ça. Et son staff aussi. C'est long et c'est cher. T'as à peu près 4 millions à lâcher si tu veux le lâcher cet été. La meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est qu'un club lambda veulent le Rachète le contrat. Ouais. veulent le recruter. Je pense que même on le lâche gratos. On libère son contrat gratos avec tout son staff. C'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver comptablement, en tout cas. Sportivement aussi, je pense que si on se descend avec un entraîneur qui est buté sur ses idées, avec tout ce qui se passe au club en interne, ça peut sentir très vite la double descente et ça peut faire très 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 mal. Tu es négatif, Pierrot, ce soir. Oh, la double descente. Ça murmure Laurent Batles autour du club. Il plairait en interne. Vous avez l'occasion d'entendre ça dans le direct après le match de Lens. D'autres questions, alors Pierrot? que Éric Roy vient d'être élu. Ça fera plaisir à Kams. Éric Roy, qui, on le rappelle, n'entraîne pas le Stade Brestois, ce sont ses adjoints. Pierrot. On a une autre question, c'est de Stéphane Zouz. Êtes-vous optimiste pour une remontée en Ligue 1 dans un an? Pas du tout. Moi à date, en fait, sachant qu'on ne sait pas qui sera coach, Ouais, c'est pour ça, tu peux pas être optimiste. C'est pour l'instant à date, vu ce qui se passe, non, mais après, si par miracle tu te restructures correctement avec des personnes compétentes, ouais. Après, pour moi, l'objectif quand tu descends, c'est de remonter sous 2 ans, grand maximum. Ouais, mais attends. Attention. Dans le monde où on descend, Régis saute, qui fait le recrutement là pour cet été? Déjà, c'est quoi le projet du club? Ouais, c'est ça. Enfin, il y a trop de facteurs dans l'équation pour qu'on puisse être optimiste pour une remontée sous un an. Moi, sous un an, j'y crois pas. Sous 2, j'y crois un peu plus. Peut-être. Question de Nicolas Guégan. Est-ce la pire saison en Ligue 1 que Lorient ait faite de son histoire? En Ligue 1? Pour moi, oui. J'essaie de pas être dans la culture de l'instant, mais pour moi, oui. En Ligue 1, Ouais, moi aussi. Pour moi, c'est pire que 2016, par exemple. Oui, moi de ce que j'ai vu, oui. Après, j'ai pas tout l'historique. Je vois que Raph réfléchit, je sens qu'il va nous sortir un truc. Mais pendant que tu réfléchis, je peux meubler un petit peu. 2016. Je rebondis. Les mecs. Il y a une question sur ça, du coup. Vas-y. Est-ce que vous pensez que l'équipe actuelle battrait le Lorient de Casoni, donc celui de 2016-2017? Bah, je pense pas. Je pense Moi pas. non plus. Alors, attention, Jamais. c'était une équipe. C'était moche, hein. Mais déjà, c'était un peu plus une équipe que ce qu'on a aujourd'hui, là. Sans essayer de trop enjoliver le passé et sans essayer d'enjoliver le passé et faire que maintenant soit plus noir. Mais pour moi, l'équipe de 2007, elle nous lave. Hein. Oui, largement. Il y a des super joueurs. Enfin, devant, il y a quand même des super joueurs. Il y a quand même des coups d'éclat. Intrinsèquement, les joueurs, cette équipe de cette année, en théorie, lève celle de 2017. Mais collectivement, celle de 2017 est beaucoup plus forte et beaucoup plus gros mental. On l'avait vu en deuxième partie de saison où ils ont quand même cherché des résultats à Lyon. Enfin,
tu mets une cartouche MS à domicile, tu gagnes contre Caen 10 contre 11, quasi tout le match. Enfin, l'équipe de 2017 était moins forte intrinsèquement que celle de cette année, mais il y avait un mental et tu sentais que cette équipe avait une âme, chose que tu ressens pas cette année. Et est-ce que, un peu comme Metz cette année, t'avais des joueurs décisifs devant, quoi. Enfin, l'équipe, une donnée intéressante. L'équipe de 2016-2017 donc, 2 matchs en plus. Non, 4 matchs en plus, termine avec 36 points. Avec 4 matchs en plus. Nous, on est à combien de points? On est à 26, 27 27 26, 27. 4 matchs en plus. T'es dans les temps de passage. Mais bon, c'est quand même 4 victoires en plus, quoi. 3 victoires en plus, allez. 3 victoires, 1 nul en plus sur la saison. T'es dans les mêmes temps de passage. Mais le gros reproche que je fais à cette équipe, moi, c'est qu'elle est imblairable. Il y a des joueurs auxquels on est attaché, il y a des joueurs qu'on peut plus ou moins aimer, etc. Je parle de l'équipe dans l'ensemble. Vous l'aimez, cette équipe? Du tout. Au-delà des résultats. Les résultats, c'est une chose. Honnêtement, on est Lorient. Honnêtement, tous les joueurs ils peuvent partir cet été. J'en ai rien à carrer. Moi, franchement, il y a peut-être 4 joueurs s'ils partent. Allez, 3 joueurs s'ils partent, ça me fait chier. 3, et encore, c'est parce que je ouais, c'est ça. On s'attache à quelques individualités, quelques joueurs qui ont donné pour le club et on sent qu'ils s'investissent parce que du coup, on sent qu'une grande majorité manque totalement d'intérêt pour le club ou ne représente pas les valeurs qu'on aimerait qu'ils prônent et qu'ils montrent sur le terrain. Donc, il y a des joueurs qui peut-être, tu vois, tu prends un Mobamba, tu prends un 4 Series. Peut-être que ces mecs-là, s'ils continuent avec nous dans 2-3 ans, tu dis putain, voilà, ça c'est. Mais là, pour l'instant, ils viennent d'arriver. Abergel, Laporte, c'est les mecs qui nous ont fait monter de Ligue 2, c'est Ponceau, c'est les mecs qui nous ont fait monter de Ligue 2, qui ont été là depuis le début. Croupi, c'est un petit jeune, il sort du centre de formation. Il fait pas aveugle alors que t'es mené à Marseille, mais c'est pas grave. Non, mais il sort du centre, c'est un grand espoir et tout. Rendez-vous au Faouélique. C'est un grand espoir. Tu vois, c'est des joueurs auxquels tu peux être attaché. T'as des joueurs qui te laissent plus ou moins. Enfin, tu peux être attaché à un Yongwa, je peux comprendre. Tu peux être attaché à un Kaloulou, pareil, qui a été de l'épopée de la remontée. Tu peux attacher. Enfin, de l'épopée. Merci le Covid. Mais tu vois, tu peux t'attacher à des mecs comme ça. Bon, les autres. Genre, si demain, comment il s'appelle là, Bamba Dieng s'en va, mais t'en as quelque chose à secouer? L'autre fois, je repensais au fait qu'on l'ait accueilli au début d'un match avec présentation au milieu du terrain en central. si même Formose Mendy, est sûrement un mec très sympa, s'il s'en va, ça t'empêchera de dormir? Tu vois, sans taper les cibles faciles, hein, Touré, Makengo, Mendy, Bakayoko, machin. S'ils partent, les autres, qu'est-ce que t'en as à faire? Enfin, tu vois, cette équipe, et pour moi, c'est le plus grand reproche qu'on puisse lui faire. Elle a pas été au niveau de ce que t'attends d'une équipe de foot à Lorient, quoi. Bah, pas au niveau. C'est ça, alors que. Pas au niveau de ce qu'on attend et pas au niveau du statut de certains joueurs aussi. Ouais, non, bien sûr, oui, c'est la somme de tout ça. Ouais. C'est surtout ça. Hein. Bah, staff compris, hein. Ouais, bien sûr. Bazin. Terroriste. Non, mais tu prends Cahuzac. Qu'est-ce qu'il a apporté, Cahuzac? Alors, attention, on n'est pas à l'entraînement, on n'est pas dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'il a apporté? Ouais, c'est ça, c'est dur de. Il est quand même arrivé, on a eu une petite vague de résultats positifs. Ouais, d'accord. Mais après, c'est pas nous, enfin, il vient en tant qu'adjoint, il prend 0 décision. Il vient dans un staff qui est un peu vérolé, je pense, et qui fait un peu béni oui à ce que dit le coach principal. Je pense qu'en fait, tu ramènes un mec, le mec il va pas contredire l'entraîneur principal. Enfin, il peut apporter un vent de fraîcheur sur 2-3 tactiques ou les mobiliser sur certains facteurs mental et tout, mais
C'est pas en recrutant juste un adjoint que tu fais des miracles non plus. Ouais. Puis le Breeze, on ouvrira le dossier. De toute façon, quand la saison sera terminée, on fera le grand débrief sur Twitch, comme tous les ans. Raph, je me dirige vers toi, notre directeur artistique. Puis s'il veut venir en direct aussi. Hein. Comment ? S'il veut venir en direct aussi. Alors là, pour le coup, sans aucune ironie, mais ce serait avec grand plaisir. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Il ne viendra pas, mais ça peut être extrêmement intéressant. Mais... On est capable d'accueillir des gens, en tout cas. Oui, on l'a déjà fait. Et ça marche bien grâce à vous aussi qui nous écoutez. Mais il faudra ouvrir le dossier. On n'a pas attendu pour parler de Régis Lebrise, mais il y a quand même plein de choses qui vont pas. T'as d'autres questions un peu différentes, Pierrot ? Ouais, il y a des questions sur avec quel joueur on repart par rapport à ce qu'on a dans l'effectif actuel et également les joueurs prêtés que tu as en Ligue 2. Après, on va tourner un peu toujours autour du pot. Tant que tu sais pas qui sera coach qui dirigera, tu peux à l'instant T, tu peux dire ouais tiens, je vais garder un tel parce qu'il a fait une bonne saison en Ligue 2. Mais ça se trouve que tu vas faire venir un coach qui veut pas du tout de ce profil-là et tu vas te débarrasser du joueur. Donc pour moi c'est les questions de recrutement encore, c'est un peu flou, sachant que la saison n'est pas terminée. J'avais une question sur Twitter que je trouvais intéressante. Est-ce que Laurent Abergel mérite par son amour du club, son talent et ses valeurs humaines de figurer dans le 11 all-time du club ? Il y a du monde à son poste. Hein. J'aime beaucoup Abergel, mais il y a du monde. Au milieu de terrain. Mais quand il partira, on pourra avoir ce débat, parce qu'il partira sûrement cet été. Ou alors il aime vraiment le club, il reste. Il partira, on aura ce débat sur la place de Laurent Abergel dans l'histoire du FC Lorient. C'est intéressant. On a lancé un sondage sur Twitter. J'ai oublié de le faire sur Insta, vous m'excusez. Enfin, pardon, Lucas a oublié de le faire sur Insta, notre community manager sur Insta. 500 votes déjà. Et ben, il y a quand même 26% des gens, donc un quart de la commu, pensent que c'est possible de se maintenir. Je m'attendais à 98 et puis 2 énergumènes qui sont trompés de bouton, quoi. Non. Un quart. Ce qui est à peu près la proportion ici, hein. Vous y croyez pas du tout, moi je me dis que c'est le déni, ça. Non, c'est pas. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Donc, le sort du FC Lorient en sera jeté dimanche à 21h au Moustoir. Enfin, à 21h, c'est le coup d'envoi, donc 23h, on sera... Ou 21h30, on sera fixé quand on prendra 2 aides par Clermont en Tongue. Hein. Ça se passera au Moustoir dimanche soir. On sera enfin fixé, parce que l'attente, en vrai, elle est horrible. Cette semaine-là. J'avais une dernière question. Vas-y, excuse-moi. Est-ce que pouvons-nous craindre des débordements dimanche qui nous pénaliseraient pour la saison pro ? Enfin, même des débordements dimanche. Je pense pas. Je pense que oui. Tu penses ? Ouais, je pense qu'une partie de la colère et de la frustration des supporters. Oui, belle bronca, oui. Débordement, c'est quoi ? C'est envahissement de terrain pour aller faire... J'espère pas. Je sais pas. Moi, je veux savoir un truc. Ce qu'il y a écrit dans le carnet. S'il met un 5-3-2, j'envahis le terrain personnellement et je vais voler son carnet. D'accord ? Je m'y engage. Ça me fait plaisir. Je m'y engage. Mais faut pas espérer des débordements en tout cas. Mais oui, il y aura de la colère, de la frustration, de la tristesse, des scénarios, des trucs habituels. Mais après, je pense pas qu'il aurait fallu un petit peu avant gueuler plus que ça, et pas uniquement en tribune sud, quoi. Je pense que ça aurait dû se réveiller avant. Après. Bah oui. Quand tu vois qu'après Toulouse, non, c'est quoi le match qu'on perd à la maison là ? Toulouse, où tu te dis allez, si on gagne celui-là, on est pas mal pour s'en sortir, et tu fais un non-match complet et tu perds à la maison, t'as une pauvre bronca à la fin du match qui dure de 3 secondes. Voilà, mais bon, on n'est pas beaucoup mieux, hein. On juge pas, mais bon. Donc des débordements, on va espérer que non. Toi, tu penses qu'il peut se passer quelque chose, Pierrot ? Ouais. On n'espère pas. Donc voilà, c'est fini pour les questions du coup ? Ouais.
Ok, donc ce sera dimanche soir sur les coups de 23h. Le FC Lorient sera définitivement fixé, même si, soyons sincères, on est déjà en Ligue 2. La suite du programme, donc très rapidement, on vous communiquera la date du Twitch de fin de saison. On n'est pas encore décidé. Peut-être on laissera passer une petite semaine pour se remettre de nos émotions, préparer tout ça aussi, parce que mine de rien, c'est un peu de taf. Donc potentiellement 2 semaines après la fin de saison. On se fera sûrement un épisode spécial Mercato avant l'été, juste avant l'ouverture. Et puis après, on se retrouvera pour la reprise de la saison en Ligue 2, très probablement. Fin août, si vous nous écoutez, vous le savez, en direct de Lorient. On est en train de peaufiner tout ça. On a la salle. Est-ce qu'on peut annoncer la salle, Raph ? Ah oui, allons-y. Oui. C'est dealé. C'est dealé. Ce sera en direct du Grand Théâtre de Lorient. Alors, vous voyez la très grande salle du Grand Théâtre ? Ce sera pas celle-là. C'est une salle un peu plus petite. La salle Marguerite Duras qui peut accueillir, grosso modo 400 personnes, un petit peu moins. Donc, on vous transmettra toutes les informations. On espère vous y voir. Sinon, on s'amusera entre nous et puis voilà. Mais ouais, on est un peu cher l'épisode du coup s'il y a personne. Mais en bref, donc ce sera le 29 août. Soyez taquets pour les places. Je pense que ça va partir assez vite. Et puis voilà pour la suite du programme, les gars. Merci beaucoup. J'allais dire merci pour cette saison. On n'a pas encore terminé. On n'est pas encore au bout. Le Encore calvaire 90, jusqu'à la fin. Hâte de débriefer ensemble. Ouais, le calvaire jusqu'à la fin. Et puis on vous dit à très vite dans la taverne. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, tout ça. Salut, ciao. Ciao. Salut. Ciao.